Bonjour et bienvenue. Bienvenue sur ce plateau de KTO pour l'enregistrement de notre émission hebdomadaire Face aux chrétiens, organisée en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et avec le réseau des radios RCF. On se retrouve aujourd'hui avec un invité qui est secrétaire d'État. Il s'agit de Thierry Mandon. Bonjour Thierry Mandon. Bonjour. Vous êtes socialiste et secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il sera interrogé par Bernard Gors de La Croix, par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Mazenot de RCF. Bonjour. Alors, bien évidemment, nous allons parler de l'actualité, de cette présidentielle. Mais avant, on a envie de vous demander, Thierry Mandon, qu'est-ce qu'on retiendra finalement de ces 5 ans de Hollande, de quinquennat Hollande? Alors, qu'est-ce que vous retiendrez, puis qu'est-ce que vous pensez que l'opinion retiendra? Oh, vous avez l'air de souffler, là. Non, ça nous est arrivé pendant le quinquennat. Je pense qu'on retiendra l'idée d'un quinquennat qui s'est déroulé de manière imprévue, qui a été marqué par des événements qui n'étaient pas possibles d'anticiper. Je pense à 2 d'entre eux majeurs. Le premier, c'est quasiment au soir même de l'élection présidentielle, la crise grecque, qui s'est avérée être une crise beaucoup plus qu'une crise grecque, une crise de l'Europe, de sa construction, de ses principes, de ses solidarités. Et puis, voilà, et qui oblige à rematricer un peu les visions. Et puis la seconde, c'est évidemment le terrorisme en France, les intégrismes, les guerres liées aux intégrismes sur le plan international, qui là aussi ont bousculé l'agenda des priorités. Et finalement, on est arrivé avec un programme de temps calme, et on a découvert une tempête. Mais au niveau des mesures, parce que c'est aussi ça que l'opinion retient, au moment de sanctionner ou de ne pas sanctionner le pouvoir après 5 ans de gouvernance, au niveau des mesures, qu'est-ce qu'on va retenir de ce quinquennat? Si on reste sur le plan politique, si on ne rentre pas trop dans la technique, un choix essentiel que François Hollande a payé tout au long de ce quinquennat, qui est celui d'organiser un transfert massif d'argent en direction des entreprises pour qu'elles restaurent leur compétitivité, financée par une augmentation des impôts des citoyens et des particuliers. Il ne souhaitait pas faire ça. Je ne pense pas que son projet était de mener ce type-là de politique, mais confronté à la nécessité, à l'état de l'industrie découvert en 2012, il a dû faire ça, 20 milliards de moins de prélèvements, si on fait les plus, les moins, bilan fin de quinquennat, 20 milliards de moins de prélèvements pour les entreprises, net, 35 milliards de plus de prélèvements sur les ménages. Et c'est un choix qui a un coût politique. Ce coût politique, c'est la popularité du président, en grande partie qui s'explique, de mon point de vue, par ça, qu'il a payé tout au long du quinquennat. Une question de Bernard Gors de La Croix. Bernard. Oui, vous êtes ministre en charge des universités. Vous connaissez bien le monde étudiant et la jeunesse. Vous êtes élu d'un département très jeune, l'Essonne. François Hollande avait fait de la jeunesse une de ses priorités. Que retiendra-t-on pour ce qui est de cette politique, de ce mandat de 5 ans des jeunes aujourd'hui? Il serait prétentieux pour moi de répondre à la question « que retiendra-t-on » parce que c'est le produit de mécanismes sur lesquels on a un peu de poids. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a moins de chômeurs jeunes à la fin du quinquennat qu'il y en avait au début. Moins. Pour le coup, si la victoire contre le chômage n'a pas été remportée, petite victoire a été remportée sur le chômage des jeunes. Deuxièmement, que tout au long du quinquennat, avec des efforts financiers considérables, 1,5 milliard pour les bourses, par exemple, le niveau de scolarisation et de diplomation des jeunes a augmenté. On est aujourd'hui à une génération qui est diplômée de l'enseignement supérieur à 44%. Il y a 2 générations, c'était 20%. C'est la plus grande progression dans les pays du monde. Et troisièmement, un certain nombre de mesures en termes d'incitation des jeunes à occuper les emplois. Je pense principalement aux emplois dits tremplins, mais aussi à des formations qui représentent plus d'1,5 million de jeunes aujourd'hui qui en sont concernés. Donc
une insertion professionnelle rendue plus facile. Ce n'est pas la grande transformation qu'on pouvait escompter, mais c'est des réalités qui ne sont pas contestables. Alain Baron, de Radio Notre-Dame. Oui, vous avez évoqué les transferts massifs, dites-vous, d'argent en faveur des entreprises. C'est la seule explication, selon vous, de la désaffection du peuple de gauche, ou il y a d'autres... Non, je pense que je crois que c'est d'abord celle qui, dans l'histoire du quinquennat, vient très vite. Très vite. Elle a commencé avec la défiscalisation des heures supplémentaires sur laquelle on est revenu parce que ça nous permettait de faire des économies, mais qui touchaient souvent des petits salaires. Et très vite, le CICE est apparu. Et de mon point de vue, il fallait faire cet effort-là. Mais oui, je pense que c'est la base. Les deux. Pas seulement aider des entreprises, parce qu'après tout, ça, les salariés peuvent le comprendre, mais faire financer les deux entreprises par la fiscalité des particuliers, oui, je crois que c'est la base profonde du désamour progressif entre l'opinion et François Hollande. Une question de Romain Masneau, RCF. Sur l'incarnation de la fonction présidentielle, s'il y avait une seule qualité de François Hollande qui aurait peut-être échappé aux Français pendant ce quinquennat, ce serait laquelle? Il a fait face Aux attentats? à tout. Pour moi, c'est ce qui fait que, quels que soient les reproches que l'opinion fasse à François Hollande, c'est un grand homme d'État. Il a fait face à la réalité économique qui lui a imposé de soutenir des entreprises, y compris au détriment parfois des particuliers, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, des citoyens. Il a fait face à la situation internationale. Malheureusement, nos forces armées sont engagées sur la durée du quinquennat, sur des conflits dont elles se seraient bien passées. Il a fait face en matière de politique intérieure. Comme je vous le disais, c'est un quinquennat de l'imprévisible, mais ce qu'on peut, et on doit reconnaître à François Hollande, c'est qu'il a fait face. Bernard Gors, à quoi? Est-ce que si ce qui ne va pas empêcher François Hollande de se représenter, ce n'est pas simplement les primaires, ces fameuses primaires? Alors, qu'est-ce qu'il en est pour son cas personnellement et au-delà de son cas personnel? Est-ce que ce qui s'est passé aussi bien à droite qu'à gauche montre que le système des primaires ne sont pas la panacée, la solution qu'on a voulu y voir il y a quelques années? Pour ma part, je pense exactement l'inverse. Alors, je crois que les primaires sont un processus irréversible. Alors, on va déjà raisonner bêtement. S'il n'y avait pas eu de primaire, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui? François Hollande se serait représenté. Je ne sais pas. En tout cas, Nicolas Sarkozy sera le candidat de la droite. Est-ce qu'on y aurait gagné? Moi, je ne regrette pas la candidature de Nicolas Sarkozy. Est-ce que s'il n'y avait pas eu de primaire, on aurait moins de candidats? Moi, je suis persuadé du contraire. Je pense qu'il n'y avait pas eu de primaire. Il y aura plus de candidats encore, c'est-à-dire un plus gros bazar encore que ce qui existe aujourd'hui, parce qu'un certain nombre de personnalités, à droite comme à gauche, se seraient dressées contre des candidatures de bureaux politiques. Et que François Hollande ne se soit pas représenté, vous le regrettez? C'est son choix, moi je ne vais pas le regretter. Il aurait fallu de toute façon qu'il soit désigné par la primaire. L'aurait-il été, ne l'aurait-il pas été, je n'en sais rien. Enfin, je respecte son choix, mais je reste sur les primaires parce que c'est très important. Les primaires, elles ont été massivement plébiscitées par les citoyens. Vous savez, il y a plus de 6 millions de votants aux primaires cumulées de la droite et de la gauche. 6 millions de votants, c'est 20% des exprimés, des personnes qui ont voté au deuxième tour de la dernière présidentielle. 20%. Un cinquième du corps électoral s'est déplacé 2 dimanches de suite à droite et à gauche pour aller voter aux primaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société, elle a dit quelque chose. Elle n'a pas fait ça parce qu'elle s'ennuyait le dimanche, elle dit tiens, je vais aller voter aux primaires. Ça veut dire que la société, et c'est ça le changement majeur, veut être aujourd'hui partie prenante des grands choix politiques et des grands choix de personnalité. Et ça, c'est l'acquis des primaires. Ceux qui croient aux hommes providentiels, au fait qu'on peut se décréter candidat comme ça, et puis finalement aller devant les électeurs, et puis leur demander certainement, se trompent. Et non seulement ils se trompent, mais je pense qu'ils détruisent, malgré eux, une architecture démocratique qui fait qu'une société, c'est des corps intermédiaires, c'est des partis politiques, c'est des associations, c'est des syndicats, c'est toute une construction qui a besoin d'autre chose que des hommes providentiels qui pensent que la fusion qu'ils opèrent entre leur personnalité charismatique et le peuple suffit à régler les problèmes. Donc moi, je plaide plus que jamais pour les primaires, quelles que soient les difficultés qui apparaissent aujourd'hui. Romain Masneau, RCF. Sur les institutions, est-ce qu'il n'est pas temps que la France devienne un régime parlementaire comme tous les grands pays européens et d'en finir avec cette monarchie républicaine, cette fameuse monarchie républicaine? Je le crois. Je crois que face à la revendication de plus de participation de la société et au fait que les citoyens sont à la fois plus cultivés, j'évoquais le chiffre tout à l'heure de la diplomation,
44%, et en plus de moyens de s'informer grâce au numérique, je pense que la structure actuelle du pouvoir en France est obsolète. Je crois même qu'un président de la République, qui prétend à lui tout seul régler tous les problèmes de l'Europe, les problèmes du monde, les problèmes de la France, enfin, être le super commandant en chef du pays, est condamné au suicide Mais est-ce que les politique. primaires, justement, ça ne renforce pas la présidentialisation du régime? J'observe que dans les primaires, si je prends le candidat de la gauche, par exemple Benoît Hamon, il a défendu une forme de présidence concentrée sur l'essentiel, sur quelques grands objectifs, et articulée avec une revitalisation du Parlement. Donc les primaires peuvent au contraire être le moyen de développer des réformes institutionnelles qui s'avèrent indispensables. Est-ce qu'il faut qualifier ça de régime parlementaire? Je ne le crois pas. Je pense la France a besoin d'un président de la République qui ait du pouvoir. Les grands philosophes, je pense à Pierre Legendre par exemple, décrivent ça magnifiquement. Mais ce président doit évoluer dans son rôle, il doit être concentré sur l'international, 3 ou 4 priorités nationales, et laisser le gouvernement gouverner. Et c'est là, en effet, qu'il y a une réforme institutionnelle nécessaire. Un septennat non renouvelable, comme l'avaient proposé Michel Vinocq et Claude Barthelone, est-ce que ce serait une bonne idée? Moi, je ne suis pas enthousiaste par cette proposition, même si je l'entends, parce que dire que c'est le fait qu'un président doit se représenter devant les électeurs, qui est la cause du fait qu'il n'assume pas sa présidence comme il le devrait, c'est ce que sous-entend l'idée de non renouvelable. En fait, on dit, comme il va aller à l'élection, il ne fait pas ce qu'il faut faire, parce que ça veut dire c'est la peur du peuple que cette idée cache derrière. C'est l'idée que finalement, c'est le peuple qui est mauvais et qui pousse les présidents, parce qu'il va y avoir des élections, à ne pas faire ce qu'ils devraient faire. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'en démocratie, on fait confiance au peuple. Donc je suis pour la réélection, ou en tout cas la nouvelle candidature. Mais le caractère non renouvelable d'un président, ça me semble un petit peu dommageable à une vraie démocratie. Alain Baron, Radio Vous êtes Notre-Dame. pour la réélection du président, mais vous-même, vous n'allez pas vous représenter aux législatives. Oui. Vous pouvez nous dire pourquoi? Bon, parce que moi, j'ai fait 2 mandats de député. Avant, j'ai été maire 3 fois. La vie politique moderne ne me semble pas devoir s'accompagner de trajectoires politiques qui commencent à 25 ans, qui se terminent à 75, uniquement dans les palais ou dans les mairies. Je pense que c'est bien de faire des va-et-vient entre la vie publique et les activités privées, professionnelles dans la société. C'est-à-dire que vous redeviendrez responsable d'une entreprise? Oui, ou je vais probablement créer un projet. J'ai un projet d'entreprise. On va donner la parole à Bernard Gorce de La Croix. Bernard? Il est beaucoup question de moralisation de la vie politique. Alors, concernant justement l'exercice d'un mandat, est-ce que les élus peuvent exercer une autre activité à côté de leur mandat? Est-ce que tout ça doit être plus contrôlé, mieux contrôlé? Alors, les élus, c'est une catégorie très large parce que vous avez le parlementaire, mais vous avez aussi le maire d'un petit village de 250 habitants. Les parlementaires, alors, Donc, les députés. Les parlementaires, à l'évidence, non. C'est infaisable. Moi, j'ai voté sans aucune hésitation ce qu'a proposé le président de la République, c'est-à-dire le non-cumul des mandats de parlementaire et d'un autre mandat, parce que quand vous êtes un parlementaire, un député, que vous voulez faire votre travail, un temps plein suffit à peine. Donc, c'est pas possible d'exercer d'autres activités. Donc il faut une loi, qui interdise, qui oui. mette une cloison étanche. Une loi, Beaucoup, oui. parce qu'actuellement, beaucoup de députés exercent une activité à côté. Oui, mais je les admire. Moi, je les trouve absolument remarquables. Je suis en admiration devant tous ces personnages qui sont députés, principaux responsables de partis politiques, consultants internationaux, conférenciers internationaux, avocats. Enfin, moi, je suis admiratif. En tout cas, je n'ai pas ces capacités. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Le non-cumul, on connaît l'argument des gens qui pour la situation actuelle, c'est-à-dire cumuler le mandat national et la gestion d'une communauté territoriale. C'est vraiment impossible à faire? Oui, c'est absolument impossible. Si vous voulez bien faire les deux, j'ai été maire 3 mandats successifs, j'ai été parlementaire, jamais député-maire, je me l'étais interdit. Si vous voulez bien faire votre travail de maire ou de président de communauté, ou si vous voulez bien faire votre travail de député, très sincèrement, une journée n'y suffit pas. Donc c'est pas possible. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ça n'est pas possible. Romain Mazenot, RCF. Romain. Qu'est-ce que vous pensez du 49.3 citoyen proposé par Benoît Hamon, puisqu'on parlait des institutions, c'est-à-dire, je rappelle brièvement, cette obligation qu'un texte signé par 400 000 personnes soit soumise à un vote au Parlement ou qu'elle donne lieu à un référendum? Est-ce que c'est une manière de répondre à la crise de la représentation? Alors, le 49.3 citoyen, c'est un label marketing d'une demande qui existe de la part des citoyens
d'avoir une sorte de droit d'initiative législative, de suggérer à l'Assemblée de travailler sur tel ou tel projet de loi. Ben, moi, ça me semble tout à fait envisageable. Ça existe dans plein de pays du monde. Pas seulement dans les cantons suisses, où là, c'est beaucoup plus que ça. Ils peuvent obliger à un référendum sur la question qu'ils choisissent. Mais dans beaucoup de pays du monde, ce droit d'initiative populaire existe. Alors, les modalités, il faut regarder le nombre de personnes, comment ça peut se passer, mais je ne vois pas pourquoi on imaginerait que l'Assemblée nationale, son ordre du jour, soit fixé quasi exclusivement par le gouvernement. Alors comment, pour faire un peu de pédagogie, comment ça se passerait? Comment vous le voyez-vous? Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut un nombre minimum de Français qui suggèrent un texte. Enfin, Pris au hasard? Non, c'est de l'ordre de la pétition. C'est une pétition de masse. Ça peut être 1 million, 2 millions, enfin, je ne sais pas. Et que cette suggestion soit adressée à une commission particulière de l'Assemblée qui instruirait la demande. Est-ce qu'elle est recevable, pas recevable, faisable, pas faisable? Et le Parlement serait souverain, mais au moins, il serait saisi d'une demande d'initiative législative. C'est tout à fait envisageable. Bernard Gorge, La Croix. Votre ancienne collègue Axel Lemaire, qui était en charge du numérique, a fait cette expérience d'un projet de loi à laquelle pouvaient participer les citoyens. C'est-à-dire qu'ils avaient un temps pendant lequel ils pouvaient faire des propositions sur est-ce qu'on est dans le gadget, est-ce qu'il y a des voies d'avenir, des choses qui pourraient être développées dans ce domaine-là. Alors, là, on est sur un autre débat qui tutoie celui qu'on vient d'avoir sur le 49.3 citoyen, enfin sur l'initiative populaire, qui est celui de la fabrique de la loi et des personnes qui peuvent contribuer à fabriquer un texte de loi avant qu'il ne devienne loi. Premièrement, je pense que c'est une piste très importante de travail pour l'améliorer le fonctionnement de nos institutions. Deuxièmement, je crois que cette participation d'autres personnes à la fabrication d'une loi, ça ne concerne pas que les citoyens. Je prends un exemple tout bête, les chercheurs. Moi, je suis frappé du fait que quand on fait un texte économique ou un texte sur le droit du travail, on ne consulte pas des chercheurs spécialisés sur ces sujets. On n'est pas obligé d'accepter leur point de vue, mais on n'entend pas ces chercheurs, qu'il n'y ait pas tout ce travail en amont d'un texte de loi. Et là, à mon avis, il y a beaucoup à faire. Il faut imaginer autrement la fabrique de la loi. Les lois les plus importantes devraient faire l'objet d'un premier débat d'orientation à l'Assemblée nationale pour que le gouvernement présente ses intentions. Voilà, je m'envisage de faire une loi sur le droit du travail pour faciliter les accords d'entreprise. J'en attends tel et tel résultat. Ensuite, pendant 3 à 6 mois, le temps de la participation citoyenne ou des chercheurs se déroule et ensuite, le projet définitif de loi peut être discuté au Parlement. Je n'invente rien. Ces processus-là existent en Europe dans des programmes qui s'appellent Better Regulation, qui ont été mis en place il y a une dizaine d'années par la Commission. Ils ont été développés en Suède, en Finlande, en Allemagne parfois, en Angleterre, en Espagne, en Belgique. Et irriguer beaucoup plus largement le texte de loi par les apports des citoyens experts ou par les apports des chercheurs, ça rend la loi beaucoup plus qualitative et ça lui permet de s'appliquer plus facilement. On a pourtant l'impression du contraire. On a l'impression qu'on est toujours dans des commissions, que le gouvernement se dégage et nomme des commissions, commission Attali, commission Intel, qui a souvent commission Balladur sur la réforme de l'État. Alors, il y a toujours de très bonnes propositions et on ne les voit jamais venir. C'est l'inverse de ce que vous dites. Oui, c'est tout à fait exact. Moi, je crois que le problème principal du pays aujourd'hui, c'est sa fabrique de décision, sa machine à décider qui dysfonctionne complètement. Je pense que les consultations multiples et variées aujourd'hui qui font durer pendant très très longtemps l'adaptation des textes sont bien souvent vaines, parce qu'à la fin, c'est le gouvernement qui décide de tout. Il décide de tout, il fait son texte comme il veut. Ce qu'il veut, il écoute pas. Il fait une étude d'impact minimaliste la veille au soir du débat législatif. Ensuite, il fait voter. Si les députés hésitent trop, ils mettent 49.3. Il y a un problème d'excès de pouvoirs gouvernementaux et d'insuffisance de pouvoir de tout ce qui est délibération collective. Parlement, et plus généralement, process de délibération collective. J'ai proposé au président de la République il y a 2 ans environ 300 propositions pour justement adapter notre machine à décider, la rendre à la fois plus collaborative, plus appuyée sur ce qui bouge dans la société, et en même temps plus efficace, parce que comme le gouvernement décide trop souvent tout seul, il découvre après coup que ce qu'il a décidé, ce n'est pas applicable. Je peux prendre des exemples dans cette législature
comme dans la législature d'avant. Ce n'est pas une question de gauche et de droite, c'est vraiment une question de fabrique de la vie démocratique du pays. Si vous prenez la réforme sur la suppression de la taxe professionnelle qu'avait opéré M. Sarkozy, c'est avéré catastrophique pour un certain nombre de professions. Si vous regardez ce qu'on a fait, nous, avec la loi Duflot sur le logement, 50 à 60% des dispositions votées par le Parlement ne se sont jamais appliquées, parce qu'on s'est rendu compte que soit elles étaient inapplicables, soit il ne fallait pas les appliquer. Donc on a vraiment à améliorer dans notre vie démocratique la fabrique collective de la norme. Grand merci Thierry Mandon. Nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens après cet effort de pédagogie politique de l'activité politique, et nous nous retrouverons dans un très court instant pour parler de cette présidentielle et de la candidature, bien évidemment, de Benoît Hamon que vous soutenez. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de Face aux chrétiens avec notre invité Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est interrogé par Bernard Gors de La Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Mazenot de RCF. Et nous allons parler dans cette deuxième partie de la candidature de Benoît Hamon, candidature qu'il soutient puisque, bien évidemment, Thierry Mandon est membre du gouvernement et socialiste. Alors, vous avez été pendant 10 ans spécialiste, consultant en stratégie d'entreprise et spécialiste de gestion de crise. S'il y a une entreprise en crise en ce moment, c'est bien le PS. Alors, en stratège et en conseiller, quel conseil donneriez-vous, en spécialiste de la gestion de crise, aux socialistes et au Parti socialiste? Deux choses. D'abord, la politique, c'est de l'histoire, c'est même de l'anthropologie. Et donc, c'est de relire l'idée, les convictions, la façon dont elles se sont façonnées au cours du temps, la sociologie dans laquelle elles s'inscrivent. En gros, le Parti socialiste a quand même été construit pour défendre ceux et celles qui ont besoin de l'être, qui ne le sont pas naturellement. Donc, relire cette histoire, pas la relire avec les yeux de l'adoration, mais au contraire, la réinterroger, regarder quels ont été ses moments forts, ses faiblesses. Et puis, deuxième chose, se projeter très loin devant pour regarder ce qui change dans notre vie publique, en France et j'allais dire dans le monde aujourd'hui. Et de chercher à redéfinir notre identité à partir d'une vision longue et pas à partir d'une actualité qui nous met sous pression. C'est ce double mouvement de temps long, rétrospectif, pas dogmatique, en réinterrogeant le passé, et prospectif, qui est préalable à une reconstruction du Parti socialiste. Indispensable. La crise du parti, elle est tout à fait visible. Je pense d'ailleurs que pour la droite, c'est à peu près la même chose, mais ça ne me regarde pas. Une question, Romain Mazenot, RCF. Pour prolonger la question de Dominique Gerbaud, le politologue Gérard Grimbert, qui connaît bien la gauche, dit que le PS peut devenir un tout petit parti, un peu comme l'était le PSU dans les années 60. Est-ce que vous partagez cette analyse et est-ce que la gauche devra complètement se recomposer après la présidentielle ? Alors, l'étiquette Parti socialiste, je ne sais pas ce qu'elle deviendra. Le fait que la vie politique en France sera organisée autour de deux pôles, une gauche de gouvernement, une droite de gouvernement, ça, pour moi, c'est intangible. Et vous oubliez le Front National, quand même. On parle d'une tripolarisation, maintenant. Oui, d'accord, mais le Front National, c'est, dans l'histoire française, c'est récurrent, ça disparaît, souvent par division interne, ça revient, ça disparaît. Et les pôles, la droite, même si elle prend différentes formes, il y a la différentes familles et la gauche de gouvernement, c'est des invariants. Et ça ne bougera pas. Ça s'appellera peut-être plus socialiste, mais renaîtra une gauche de gouvernement avec une colonne vertébrale idéologique. Et ça, pour moi, c'est certain. Le Parti socialiste lui-même, est-ce qu'il survivra à ces difficultés actuelles ? Je le crois aussi. Voilà. Mais il a besoin d'une rénovation profonde de son contenu, donc de ses propositions, de son fonctionnement et surtout de sa façon de concevoir la démocratie. En gros, le problème du Parti socialiste, c'est très simple. Il a été pensé, bâti à un moment où on croyait qu'il fallait des gens intelligents pour diriger une société. Et que la société, globalement, avait besoin elle-même de déléguer à des gens brillants
la capacité d'organiser le pays. Je pense que ce temps est révolu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des formes beaucoup plus interactives entre des partis, des leaders politiques et la société qu'il faut trouver. Et que la crise du Parti socialiste, c'est la crise, finalement, elle renvoie à la crise de la représentation. Voilà. Les citoyens ne veulent plus déléguer à des gens les affaires publiques et puis débrouillez-vous et puis on verra dans 5 ans, mais ils veulent des formes beaucoup plus proches d'exercice du pouvoir, beaucoup plus partagées d'exercice du pouvoir. C'est ça la crise du Parti socialiste. Une question d'Alain Baron, de Radio Notre-Dame. Pour revenir à la campagne, c'est pas faire offense à M. Hamon que de dire qu'il traverse plutôt un trou d'air en ce moment. Il n'est pas impossible qu'il ne soit pas au deuxième tour. Vous l'expliquez comment? Parce que c'est quand même le candidat officiel du PS. Oui, d'abord, il a été désigné au terme d'une primaire où il y a eu beaucoup plus de personnes que ce qu'on pensait d'ailleurs, au moment où le Parti socialiste n'était pas au phénix de sa forme. Les sondages lui donnaient à peu près, quel que soit le candidat, passage du Parti socialiste, le score que Benoît Hamon fait aujourd'hui. Donc sa responsabilité personnelle ne me semble pas en cause. En revanche, c'est vrai qu'il faut remonter un peu. Là, il est à 12, 13, enfin je pense que disent les sondages aujourd'hui. Puis on s'en fiche un peu, parce que les sondages peuvent se tromper. Mais il y a un effort de conviction à développer. Je pense qu'il est sur les bons terrains, moi, Benoît Hamon. Il n'apporte pas forcément les bonnes réponses à tous les problèmes. Il y a même des choses sur lesquelles j'ai exprimé des réserves, mais je pense qu'il est sur les bons terrains, penser ce que va devenir le travail dans la société dans les années qui viennent, et donc voir quel type de politique il faut mettre en place, défendre le projet européen, certes, inciter sur sa réorientation, mais défendre le projet européen et réfléchir à des processus de décision des institutions qui doivent évoluer et qui ne seront jamais plus un seul homme qui gouverne le pays, qui dirige le pays et tout va aller bien. Tout ça me semble assez juste, mais sa campagne est difficile, oui. Mais dans la question d'Alain Baron, il y avait aussi, et surtout, comment peut-il remonter? Vous dites qu'il est à 12-13%. Comment peut-il arriver au second tour? Écoutez, est-ce que ça y est, c'est plié, on n'en parle pas? Non, mais le deuxième tour, ce que semblent dire les études d'opinion, c'est que ça va jouer autour de 20% des voix. 20 plus 3, 20, entre 20 et 23, 24. La présence au deuxième tour, elle va disputer entre M. Fillon, probablement, puisqu'il reste candidat, M. Macron, et peut-être, il n'y est pas encore, M. Hamon. Autour de cette... Bon, il est à 12, 13, 20, c'est jouable. Oui, mais vous ne nous dites pas comment. Comment il faut qu'il fasse une campagne? Il faut qu'il explique ses positions, il faut qu'il se fasse connaître. Voilà, Benoît Hamon, il y a 6 mois, vous faisiez un sondage là dans la rue, à côté de votre studio, personne ne le connaissait. C'est l'inconnu parmi les inconnus. Monsieur Macron, il n'est pas connu depuis très longtemps, mais enfin, il est beaucoup plus connu, donc il a un problème de notoriété. D'accord. D'abord, donc il faut qu'il y travaille. Ensuite, il a un problème de lisibilité de sa plateforme. Comme il est quand même sur des positions assez nouvelles, je ne suis pas certain que les gens aient bien la lecture de ses propositions. Donc il en a 3 ou 4 sur lesquels il doit faire campagne. Et puis troisièmement, il a, et je pense que c'est son point fort, un sujet d'attitude aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui ne fait pas président comme... qui a une forme de proximité dans la façon d'être. Il faut que les Français découvrent ça. Les débats télévisés vont permettre ce travail-là. Est-ce que ça marchera ou pas? On verra bien. Mais en tout cas, les débats télévisés permettront de se familiariser avec la personnalité et le programme de Benoît Hamon. Bernard Gors. Une question de Bernard Gors de la Ses Croix. propositions fortes, il est à la fois marqué et troublé avec sa proposition de revenu universel. Je crois que vous-même, vous n'étiez pas très chaud. Alors, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est quelque chose qui a été mal préparé, mal présenté? Il y a eu plusieurs critiques sur cette proposition. D'abord, le revenu universel pour tous, objectivement, moi je suis totalement contre. Je ne vois pas pourquoi on irait donner à telle ou telle personne qui paye l'ISF un revenu universel. Enfin, tout ça ne me semble pas avoir de sens. Ça a été assez vite abandonné. Deuxième chose, l'articulation d'un revenu et d'un travail. Un revenu donné à la société et d'un travail. Mon sentiment, c'est qu'il faut toujours lier
l'aide que la société accorde à quelqu'un qui en a besoin et un processus soit de travail, soit de formation, en tout cas de réinsertion possible dans la société. Donc ça, c'est les deux critiques qu'on peut faire au dispositif général. Aujourd'hui, vous avez vu que le dispositif évolue beaucoup, parce que Benoît Hamon propose de limiter cela aux personnes qui ont une situation de difficulté et aux jeunes, et de mettre cette aide sous condition de ressources. Donc là, on est dans une forme qui n'a plus grand-chose à voir avec le revenu universel, et qui me semble finalement une revalorisation ce qu'on appelle les minima sociaux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas grand-chose que la société leur donne, qu'on revalorise ça me semble plutôt proche de ce qu'il faut faire. Et pour les jeunes, vous êtes d'accord aussi pour que tout jeune reçoive 600 €, qu'il soit étudiant, qu'il soit jeune travailleur Non. Moi, je suis pas d'accord avec ça, non. Donc il reste encore à... Non, je suis pas d'accord. À préciser ce oui, dispositif Non, mais je pense qu'il y a des gens, par exemple, si je prends les étudiants, la difficulté sociale des étudiants, ça existe vraiment. C'est pas... et non seulement ça existe pour ceux qui font des études, ça existe pour ceux qui, pour n'être pas à la charge de leurs parents, c'est encore plus grave, décident de ne pas faire d'études. Donc là, il y a un besoin. Sous condition de ressources, il y a vraiment un besoin. Et donc là, on peut discuter. Mais hors un processus général qui touche tout le monde de la même façon, ça ne me semble pas souhaitable. Une question de Romain Masneau de RCF. Est-ce que François Hollande doit dire clairement sa préférence entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron, c'est-à-dire entre le frondeur et celui qui est parfois considéré comme le traître ? Posé comme ça, vous avez répondu à votre question. S'il a le choix entre un traître et un frondeur, je ne suis pas certain qu'il se précipite. Non, mais c'est une question très bien formulée. Peut-être parce qu'il n'a pas beaucoup d'influence aujourd'hui sur l'opinion encore ou Si. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il a envie de prendre position ? Probablement, parce qu'à la fin de la fin, il est possible qu'il y ait un candidat et le Front National. Il y a que j'espère de gauche, mais il peut être aussi de droite, et le Front National. Et à ce moment-là, j'imagine pas que le président restera silencieux. Est-ce qu'il doit le faire avant ? Ça, c'est à lui qui appartient de décider s'il doit le faire. Moi, j'espère une chose quand même, parce qu'il faut dire les choses simplement pour que tout le monde comprenne. Bon nombre de personnes qui ont soutenu l'action gouvernementale, parlementaire, ainsi de suite, disent « Ah, là, on est vraiment embêté parce que M. Hamon, il ne défend pas le bilan. » Au passage, c'est vrai. On pourrait dire qu'il soit très avocat du bilan, et parfois, même, à mon avis, il a tort. Il devrait le défendre un peu plus. Il ne défend pas le bilan. Donc, on va aller chez M. Macron. Mais M. Macron, vous l'avez entendu, vous défendre le bilan du quinquennat ? On est dans un débat politique qui est, pardon d'être vulgaire, cul par-dessus tête. M. Macron ne défend pas plus le bilan que M. Hamon. Et donc, dire qu'on va choisir l'un plutôt que l'autre parce qu'il défend le bilan, ça me semble un peu étrange. Mais pour vous, soyons clairs aussi, puisque vous souhaitez l'être, M. Macron est socialiste ou il ne l'est pas ? Il ne l'est pas. Il le dit lui-même. Oui, mais Bertrand Delanoë disait encore ces jours-ci, en tant que socialiste, moi je choisis, parce que je suis socialiste, je choisis M. Macron. Oui, mais il ne le choisit pas parce qu'il est socialiste. Il le choisit parce que son raisonnement, il faut lui rendre justice. Bertrand, il est très cohérent, il dit « Je choisis M. Macron parce que son programme me paraît le plus crédible économiquement, et que si on veut du progrès social, il faut être crédible économiquement. Et la crédibilité économique de M. Macron rend possible le progrès social. » Il dit aussi que c'est le vote le plus utile pour faire battre Marine Le Pen. Et deuxièmement, ça pour le coup, ce sera peut-être vrai, qui sait. Mais enfin, on ne peut pas le savoir aujourd'hui, c'est trop tôt. Alain Baron. Moi, je vois plutôt un programme vraiment flou. On a dit, on est passé de « il n'y a pas de programme chez M. Macron » à « il y a un programme, mais il fait plaisir à tout le monde, mais c'est quand même très flou ». Et c'est ça qui me préoccupe un peu pour l'instant. Une question d'Alain Baron. Vous semblez vous résigner quand même à un échec de M. Hamon au premier tour. Si c'est le cas, et vous voterez pour M. Macron au deuxième tour, s'il est qualifié le dossier ? Moi, je vote pour qui sera en situation de battre Mme Le Pen, à gauche ou à droite. Éventuellement pour M. Fillon aussi, alors. Au deuxième tour, j'ai aucune hésitation. Aucune hésitation, moi. Le programme dont je ne veux pas pour mon pays, c'est celui de Mme Le Pen. Voilà. Une question de... danger pour le pays, je trouve. Une question de Bernard Gors, La Croix.
Oui, vous nous aviez dit tout à l'heure que le clivage droite de gouvernement, gauche de gouvernement structure et structurera encore longtemps la vie politique. Certains disent qu'aujourd'hui, ce clivage, justement, est dépassé par d'autres problématiques, notamment celui la France est-elle ouverte sur le monde ou doit-elle se replier, se refermer? Ça, c'est quelque chose qui structure aujourd'hui tout le débat de la présidentielle. Oui, mais l'ouverture et la fermeture, de mon point de vue, c'est pas indiscriminant entre la gauche et la droite. Je pense que... Oui, ce qui veut dire que le droite-gauche, finalement, c'est plus ça qui fait le débat. Non. Ce qui fait le débat, c'est comment on Non, se positionne non, par au rapport contraire, si c'est pas un clivage entre la question du fait que la France n'est pas une île, mais qu'elle est dans un environnement mondialisé, qu'elle doit réfléchir à la façon dont elle articule ses politiques avec cet univers mondialisé, n'est pas, de mon point de vue, un clivage entre la gauche et la droite. C'est une donnée de la vie politique moderne. Je ne crois pas du tout qu'on peut s'enfermer dans un bocal de formol, dire on reste entre nous parce qu'on est tellement bien entre nous qu'on ne va pas s'occuper du reste du monde. Je ne crois pas à ça. Je crois que c'est une donnée avec laquelle il faut faire. Que ça pose des problèmes, la mondialisation, c'est absolument sûr. Qu'il y ait une sorte d'illusion du libre-échange généralisé, du commerce généralisé, du fait que naturellement, plus on échangeait des marchandises, plus on commerçait, mieux on se porterait, c'est sûr. Donc il faille réguler cette mondialisation, c'est sûr. Mais de mon point de vue, c'est une donnée pour les vies politiques modernes. La question de l'enfermement des frontières et des murs à la Trump, partout autour d'un pays, n'est pas, en tout cas, c'est pas une option que je défends, et je ne ferai jamais critique à la droite, notamment à M. Fillon, de véhiculer cette vision-là, parce que c'est pas ce qui se passe. Les seuls qui la véhiculent, c'est le Front National. Et M. Mélenchon? M. Mélenchon, c'est différent, c'est beaucoup plus complexe. En gros, M. Mélenchon, son programme, ça fait penser aux démocraties, entre guillemets, d'Amérique du Sud. Si vous avez un César élu, vous allez voir, tout va se régler. C'est quand même ça le cœur du programme de M. D'ailleurs, j'observe que ses propositions économiques, je ne sais pas qui sont les experts qui ont travaillé dessus, mais c'est quand même un peu approximatif. Merci. Nous marquons une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens et bien évidemment, nous nous retrouverons dans un très court instant avec le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, Thierry Mandon, pour parler précisément de l'enseignement supérieur et beaucoup de la recherche. À tout de suite. On se retrouve pour cette troisième partie de Face aux chrétiens avec notre invité Thierry Mandon, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, soutien aussi de Benoît Hamon dans cette campagne présidentielle. Nous allons avec lui parler de la recherche notamment. Il sera interrogé par Bernard Gors de La Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors, quel est l'état de la recherche en France, Monsieur Mandon, vous qui avez été pendant longtemps, vous qui avez présidé Génopole, un haut lieu de la recherche génétique en France. On avait le sentiment qu'il y a moins d'inventivité un peu en France que, par exemple, dans la recherche des médicaments, les nouveaux médicaments, les nouvelles molécules. On ne parle que des molécules américaines qui nous coûtent les yeux de la tête dans les hôpitaux français, donc à l'État français, donc aux Français. Il y a une baisse de forme des chercheurs ? Non. D'ailleurs, on a encore eu l'année dernière, enfin en 2016, un prix Nobel de chimie. Donc chaque année, on a une distinction scientifique majeure, Nobel ou médaille Fields. Non, notre problème est ailleurs. Notre problème n'est pas tant dans l'inventivité et l'innovation technologique. Là, on est très bon. Y compris en médecine, où c'est vrai, sur un certain nombre de technologies, de biotechnologies, les Américains sont les plus forts du monde, enfin tout simplement parce qu'ils ont un marché chez eux domestique de 350 millions d'habitants, quand nous on a un marché domestique de 60 millions d'habitants, donc ils ont une puissance de feu industrielle que nous n'avons pas, et que bien souvent en médecine, les recherches, les avancées sont le fruit de la recherche et de l'industrie mêlées entre elles. C'est pas un laboratoire qui trouve un médicament, c'est plus Pasteur, vous voyez, qui trouve dans son laboratoire un médicament nouveau qui va l'essayer. C'est comme il y a beaucoup d'essais thérapeutiques, c'est de la recherche d'industrie, donc ils sont plus forts que nous, mais sur des innovations de rupture, des idées tout à fait nouvelles.
là, la France est très bonne. Je prends le domaine de la thérapie génique. Parce que c'est la thérapie génique, vous avez une carte génétique, il y a quelque chose qui dysfonctionne dans votre carte génétique. Hop, la thérapie génique, c'est on coupe là où ça ne marche pas et on remplace. Je vous fais ça de manière simple, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. La thérapie génique, la France est le pays au monde où les progrès sont les plus stupéfiants. Donc, on n'est pas distancé. En revanche, on a deux problèmes. Premièrement, on n'a pas d'industrie. On a très peu d'industriels qui jouent le jeu de l'innovation thérapeutique. On a une très grande entreprise, Sanofi, enfin, que chacun connaît, mais enfin, on a peu d'industriels quand les Américains ont réussi à avoir une industrie traditionnelle très puissante et des nouvelles entreprises de médicaments très, très fortes. Deuxièmement, on est trop petit. Moi, je crois que sur un certain nombre de technologies, il faut aller beaucoup plus loin au niveau européen. Européen. Mais bien sûr, on devrait commencer avec les Allemands. Peut-être mettre les Italiens là s'ils le souhaitent, peut-être les Hollandais, mais en tout cas, on devrait avoir sur 3 ou 4 pays, sur 3 ou 4 disciplines, vraiment, on devrait quasiment fusionner l'effort de recherche. Je vous donne un exemple qui va devenir majeur. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est des machines qu'on entraîne à penser toutes seules. Enfin, là aussi, pour faire très simple. Ça va être un enjeu qui va révolutionner l'industrie de la santé, mais des voitures, enfin de la production, de l'alimentaire, enfin dans les domaines très... Bon. Les Américains, ils vont à fond. Nous, avec nos petits bras musclés de Français, on sera décrochés. Pourtant, on a les mathématiciens pour y arriver. Donc là, typiquement, on devrait faire un grand programme franco-allemand sur l'intelligence artificielle. Et moi, je plaide dans les réflexions de relance de la construction européenne sur des programmes conjoints au niveau européen d'un petit nombre de pays sur les technologies d'avenir. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Alain. Oui, je n'ai pas de chiffres en tête, mais on dit qu'il y a des jeunes Français qui partent à l'étranger, des jeunes chercheurs. Comment faire pour les retenir? Est-ce que c'est en les payant mieux, une meilleure reconnaissance? Nous, on en accueille plein. La recherche, c'est fondamentalement transnational. C'est fondamentalement des gens qui circulent de par le monde. C'est même parfois des équipes. Le Nobel de cette année, là, dont je parlais de chimie, c'est une équipe qui est à Strasbourg, c'est une équipe qui est aux États-Unis, c'est une équipe qui est aux Pays-Bas. Donc, vous voyez, il ne faut pas considérer que le départ d'équipes ou de jeunes est forcément dommageable à la science française. Ce qui l'est dommageable, c'est s'ils ne reviennent pas un jour. Et là, pour le coup, il faut travailler des programmes. Il y en a quelques-uns qui marchent bien, d'aide au retour, d'accueil au retour dans les grands organismes de recherche, de chercheurs partis un temps faire leur carrière à l'étranger. Donc je suis plutôt là-dessus. Oui au flux, mais des flux avec retour si possible. Bernard Gors-Lacroix. Les pouvoirs publics sont en train d'organiser, de susciter en tout cas le regroupement d'universités pour leur donner une visibilité à l'international. Est-ce que là, on n'est pas parti pour une espèce de grosse mécanique, une espèce de mécano administratif dans lequel tout le monde va s'y perdre finalement? Alors, le risque existe. Le risque existe qu'en essayant de faire des grosses universités, on pense que big is beautiful, hein, c'est la fameuse phrase « plus c'est gros et plus c'est beau ». Et que je ne crois pas que ça corresponde à la tradition universitaire française, finalement. Et à Paris en particulier, c'est compliqué. En revanche, donc, je suis d'accord, je ne développe pas faute de temps, mais je suis d'accord avec ce diagnostic. En revanche, qu'on essaye, dans ces regroupements, de casser la séparation séculaire entre les universités et les grandes écoles, ça, c'est indispensable. Moi, quand je vois, à Nantes, l'Université de Nantes et l'École centrale de Nantes qui s'apprêtent à, je vais dire fusionner, c'est un peu plus compliqué que ça. Quand je vois à Paris-Ouest, l'ESSEC et l'Université de Cergy-Pontoise qui s'apprêtent, qui font ensemble des choses très ambitieuses. Quand je vois sur le plateau de Saclay, Paris-Sud, l'École normale supérieure de Cachan et l'École centrale qui font des choses ensemble, ça je me dis, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut que le monde de l'université non sélectif et qualitatif, le monde des grandes écoles très sélectif et qualitatif, ils ont des choses à faire ensemble. Et ces regroupements-là, il faut les encourager. C'est comme ça qu'on va vraiment muscler notre appareil d'enseignement supérieur français. Une question de Romain Mazneau, de RCF. Comment l'enseignement supérieur peut mieux répondre aux besoins du marché du travail et aux offres existantes? C'est une question très difficile. Plus ça va, moins je suis, entre guillemets, adéquationniste. C'est-à-dire, moins je pense qu'au niveau de l'enseignement supérieur,
les diplômes, les masters, les doctorats doivent répondre strictement à un besoin industriel. Pourquoi ? Parce que j'en rencontre beaucoup, je travaille avec eux. Quand vous demandez aux industriels que sera votre activité, que seront vos produits, que seront vos métiers dans 5 à 10 ans, eux-mêmes ne le savent pas. Et donc, le matelas, les connaissances de base qui permettront toute sa vie durant de s'adapter aux changements technologiques, au changement des modes de production, à l'émergence de nouveaux produits, c'est essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser de l'industrie et de l'économie, au contraire. Hein. Mais il faut vraiment que nos étudiants aient un matelas qui leur permette toute leur carrière durant de s'adapter. Donc je suis plutôt là-dessus. Plus l'univers économique et industriel est incertain, plus il faut privilégier des formations de qualité, mais qui permettent de s'adapter. Une question d'Alain Baron, Radio Notre-Dame. Il y a quelque chose que nos concitoyens ne comprennent pas, c'est le problème de la médecine. Il y a des déserts médicaux en France et il y a toujours un numerus clausus pour les études de médecine. Comment résoudre cette incongruité ? Alors d'abord, c'est juste, ce numerus clausus était probablement abusivement restrictif. Cette année, nous l'avons desserré pour la première fois depuis je ne sais pas combien d'années. Je crois qu'il y a eu 400 ou 500... 458. 458, c'est ça, entre 400 et 558 nouveaux postes. Et puis, il faudra continuer. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts, parce qu'un médecin, c'est quelqu'un qui est formé. C'est quelqu'un qui est formé pendant sa scolarité sur des malades, et que vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, imaginer qu'on va ouvrir il y a des garanties de formation, des garanties de contenu pédagogique qui font qu'on ne peut pas desserrer massivement du jour au lendemain le nombre de médecins. Donc je plaide pour un relâchement du numerus clausus. Il est engagé. Il faudra qu'il se poursuive, mais que ce relâchement n'interdise pas des formations qui doivent rester des formations de qualité. Je reviens sur la recherche au niveau des chercheurs réfugiés. Est-ce que parmi tous les réfugiés qui ont dû quitter leur pays, est-ce qu'il y avait des chercheurs ? On pense que oui, et on sait que oui. Et est-ce qu'ils auraient droit à un statut un peu particulier ? Alors, oui. Nous avons créé un fonds qui s'appelle le fonds PAUSE, enfin peu importe son nom, et qui est domicilié au Collège de France et qui a pour objectif essentiel de permettre à des réfugiés chercheurs de continuer leurs recherches pendant le temps de leur asile politique en France. Nous avons aujourd'hui 27 chercheurs qui ont été identifiés, qui sont au CNRS, à l'INSERM. 27. Et nous allons faire une deuxième vague de dossiers très prochainement. Il faut qu'on récupère un peu d'argent parce que c'est un fonds public et privé, mais c'est très important. Vous savez, je vous raconte une anecdote que tout le monde a à l'esprit, mais quand Einstein a voulu quitter l'Allemagne, c'était en 1937, je crois, il a demandé à la France à être accueilli. Et il y a eu un vote au Parlement qui a dit oui, on va l'accueillir. Mais il y a eu une contestation très forte de l'extrême droite à l'époque, qui ne voulait pas d'Einstein. Il n'est jamais venu en France. Il est allé aux États-Unis. Les États-Unis ne se sont pas plaints de l'avoir accueilli. Bien souvent, la science progresse aussi par l'accueil de réfugiés. Eh bien, merci sur cette note, pas très optimiste quand même, concernant Einstein, qui aurait pu être français, c'était très bien. Merci de cette participation à Face aux chrétiens. Vous étiez confrontés à nos trois journalistes, Bernard Gors, Alain Baron et Romain Mazenot. Je dis à tous nos auditeurs et téléspectateurs que si vous avez pris cette émission en cours, vous pouvez la retrouver dans son intégralité sur les sites de la Croix, de KTO, de Radio Notre-Dame et de RCF. Et bien évidemment, nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Face aux chrétiens. Merci, à bientôt.